Né à Pita, en Guinée, en 1974, d'où elle est partie depuis 2006 pour le Canada. Abnégation, courage, engagement et amour du prochain sont des valeurs qui guident sa vie. Nommée par Canada International Black Women Event comme l'une des 100 femmes entrepreneurs à grand potentiel, Madine a fait partie de ce groupe de femmes francophones d'influence au Canada. Son parcours en dit long. Aujourd'hui, à la tête du conseil d'administration du MOFIF, entendez Mouvement ontarien des femmes immigrantes francophones du Canada, depuis le 19 juillet 2019. J'ai nommé Assiatou Diallo. Elle est l'invitée de cette édition de Regard. Je suis Herman Nigué. Bonjour, bienvenue. Bonjour, vous allez bien? Ça va bien. Excellent. Aujourd'hui, comme on fait la distance, pas de mer, pas de câlin, alors bienvenue chez nous, Merci. dans nos locaux, les bureaux de Tarkini. Ça va, je vois qu'il y a... Oui, absolument. Alors, si vous pouvez vous nettoyer les mains. Merci. C'est plus qu'un plaisir. Oui, merci d'être venu ici. Alors, ça va, toute la famille? Ça en bonne va, ça santé? va, ça va. Ok, vous n'êtes pas malade? Non, ça va, tout va bien. Je pense que le plus important, c'est de respecter les consignes pour le problème à gérer. Excellent. D'ailleurs, on s'était assuré que Ouais. personne n'est malade avant de nous rencontrer. Donc, c'est juste pour Toutes les mentionner. dispositions étaient prises en tout cas. Absolument, absolument. Ok, excellent. Madame Assiatou Diallo, nous serons entrés dans le vif du sujet, bien évidemment, sans parler de l'actualité du moment, qui est la Covid-19. Absolument. Il y a une véritable problématique, ce qui concerne la communication et l'information en français pour la communauté francophone. Vous, en tant que MOFIF, comment est-ce que vous adressez cette problématique-là pour permettre aux femmes immigrantes quand même d'avoir l'information qu'il faut face à cette pandémie-là? Écoute, nous avons fait un communiqué de presse pour justement partager quelles sont les mesures à prendre, qu'est-ce qu'il faut faire, les routines à faire pour pouvoir s'éloigner ou pour éviter l'expansion de ce virus. Et nous avons partagé ça sur nos réseaux sociaux en français, bien évidemment. Et nous continuons personnellement à partager tout ce qu'il faut faire par rapport pour éviter l'expansion de ce virus. Quels sont les canaux de communication que vous utilisez pour toucher le maximum de femmes, en particulier ou francophones en général? Je te dirais Facebook. C'est le seul canal de communication que nous utilisons en ce moment. Et nous n'avons pas pu faire un communiqué à la radio, à n'importe quelle radio en ce moment, mais c'est seulement Facebook que nous avons utilisé. L'initiative est déjà bonne. Je pense qu'à côté d'autres organismes aussi qui le font, je pense que l'information parviendra quand même à qui elle devait parvenir. Si tout le monde s'y mettait, je pense que le maximum serait d'être fait. Absolument. On constate que vous êtes sur tous les fronts, Assiatou Diallo. Qu'est-ce qui vous motive autant? Votre engagement, qu'est-ce qui vous motive autant? Qu'est-ce qui me motive autant? C'est ma motivation vient de partout. Comme je le dis, c'est un combat personnel. Je le fais pour mon propre, pour mon propre bien, parce que le support de la communauté, aider la communauté, c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Je me mets beaucoup à la place des gens qui arrivent ici avec un bagage et qui ont besoin d'aide, qui ont besoin de savoir qu'il y a des modèles qui sont ici et qui ont pu s'en sortir malgré les difficultés. Donc ça, c'est ce qui me motive surtout. Et quand j'ai commencé, je me dis, quand je me suis lancée en plein temps dans mon entreprise, c'est ce que je me suis mise comme mission, comme vision entrepreneuriale, de pouvoir inspirer autant d'immigrants, surtout les femmes, que possible. Donc c'est vraiment un combat personnel. Ma motivation vient de l'intérieur et de très longue date. Et je profite d'être dans ce pays, dans ce beau pays, de pouvoir vivre mon rêve et de partager. Ma question suivante va certainement rejoindre la précédente. À mon sens, il paraît moins aisé de parler de son expérience
de son vécu, surtout quand il n'est pas forcément reluisant. Mais je vous suis depuis longtemps et je constate que de plus en plus, vous êtes à l'aise quand vous parlez des difficultés que vous avez rencontrées, de votre parcours. C'est à quelle fin? Écoutez, vous savez, quand un problème est frais, on en parle moins. Et quand ça t'affecte, tu as du mal à en parler. Mais ça m'a pris un temps et de très longue date, je te dirais plus de 25 ans, pour guérir de mes peines, de pouvoir en parler aujourd'hui. Et je sais, et comme vous le savez aussi, il y a beaucoup de femmes, surtout en Afrique, qui ont vécu tellement de choses, mais qui n'arrivent pas à en parler. J'ai beaucoup d'amis aujourd'hui qui me rejoignent, qui me disent certaines choses entre elles et moi, mais elles disent, mais comment j'ai fait pour pouvoir en parler aujourd'hui et inspirer d'autres personnes. Donc je pense que c'est vraiment, ça prend un temps de guérison. Et moi, j'ai pris ce temps de guérison. Et j'avoue et je dis à tout le monde, je suis passée par une thérapie pour pouvoir m'en sortir. Quand je travaille au centre francophone, tout ce que je dis, c'est réel. Il y avait l'aide aux employés en ce temps. Et c'est par ça que je suis passée pour faire ma thérapie. Et ça m'a pris, encore une fois, plus de 25 ans pour pouvoir en parler aujourd'hui. Et j'espère que ça va aider d'autres à pouvoir s'en sortir. Alors dites-nous, qu'est-ce que vous avez vécu? Écoutez, vivre un viol à l'âge de 11 ans et 2 fois à l'âge de 17 ans, c'est pas quelque chose qu'on n'en parle souvent. On s'entend, ouais. Et il y a beaucoup d'enfants, et aujourd'hui au XXIe siècle, ça se passe. Et d'ailleurs, quand tu le vis, tu n'en parles pas parce que sinon après, on t'indexe. La faute te revient, vous le savez. On te dira soit qu'est-ce que tu faisais là-bas à l'instant là. Tu sais que tu es allé alors que tu ne devrais pas être là-bas. La faute te revient et on te blâme. Et je l'ai gardé pour moi pendant 40 ans pour en parler après. Donc, et j'ai eu peur que la faute me revienne, que les gens sachent que j'ai vécu ça et qu'ils me mettent une étiquette. Comme vous le savez, en ce temps, et je sais qu'aujourd'hui encore, ça se passe avec beaucoup de filles qui le vivent, mais qui ont peur de se faire étiqueter. Et vivre dans un shelter. Quand je vivais dans ce shelter, je ne voulais que personne sache où j'habitais. Parce que pour moi, c'était la honte d'habiter dans ce centre. Mais quand je suis sortie de là, l'expérience que j'ai eue, c'était la plus belle expérience. Je me suis dit, je ne peux pas garder ça pour moi seule. Il faut que les gens sachent que ça prend un temps de vivre au plus bas pour pouvoir s'en sortir. Pas pour preuve, mais je veux dire, comme une sorte de reconnaissance. En 2013, le YMCA vous a choisi pour dire un discours. Vu votre abnégation, votre courage, qu'est-ce que ça représentait pour vous à cette date-là? Et maintenant, qu'est-ce que ça représente pour vous de parler, notamment de partager je veux dire, votre expérience à partir du courage, de ce que vous représentez en fait? Qu'est-ce qu'aujourd'hui là ça représente pour vous? Vous savez, ça a prouvé que, parce que je t'avoue, entre moi et il n'y a que Dieu qui est mon témoin, je m'arrêtais chaque matin devant mon miroir pour pratiquer le discours que j'allais tenir devant certaines personnes. Parce que je dis oui, je vais arriver à ce stade-là. Alors quand le YWCA, parce que quand ils m'ont choisi, j'étais déjà sortie de là. Donc ils m'ont appelé pour dire on veut faire ce projet. Il y a cette levée de fonds que nous voulons faire pour supporter le Beatrice House, le shelter. Ils nous ont dit tu es la personne la mieux placée pour partager ton expérience parce que tu es une histoire réussie pour nous. Tu es venu, on sait comment tu es arrivé ici, tu ne parlais pas anglais et tu t'es battu, tu as appris l'anglais, tu as trouvé un emploi et tu as supporté d'autres femmes pendant que tu étais là. Toi-même, tu avais besoin d'aide, mais tu as supporté d'autres femmes. Donc, tu es la personne la mieux placée. C'est vrai, quand ils me l'ont dit, c'était touchant. Je leur ai dit, j'ai bien sûr accepté l'offre. Et là, je t'avoue que ma première fois de ma vie, de m'arrêter devant plus de 3000 personnes, tenir ce discours, mes pieds tremblaient. Mais en même temps, j'étais fière. Parce que je me rappelle, je travaillais déjà au centre francophone. Et je suis allée avec une collègue qui travaille au centre francophone qui était là. Quand j'ai fini, on s'est attrapé, on a pleuré.
parce que c'était des pleurs de joie et des pleurs Beaucoup d'émotions. de fierté, exactement, de vivre ça. Et là, c'est là que je me suis dit, oui, c'est pas fini. Continue le combat, surtout tu vas y arriver. Ouais. Associato, le féminisme. Pourquoi? Parce que il y a beaucoup d'ambiguïté concernant ce concept de féminisme. Ça, c'est un constat personnel. Plusieurs personnes, ou du moins plusieurs femmes, se disent être féministes sans pour autant comprendre les enjeux. Certains hommes ne veulent pas en entendre parler simplement parce qu'ils ne comprennent pas fondamentalement ce que ça représente. Alors que je me dis, de nature, nous sommes tous féministes. Moi, personnellement, j'ai 3 filles et je ne peux qu'être féministe. Absolument. Je veux comprendre si c'est la même conceptualisation du terme, parce que je pense que c'est ce qui pose problème. Selon vous Écoute, le féminisme, comme je le dis, de facto, tous les hommes sont féministes, mais ils refusent d'y faire face parce qu'ils oublient d'où ils viennent déjà. Je m'excuse, mais c'est aussi profond que ça, parce que tout homme vient d'une femme. Donc, de facto, les hommes sont féministes. Parce que personne, et surtout les garçons, remarquez, ne voudraient jamais voir leur maman subir ou d'être abusée de l'injustice. Alors, de facto, vous êtes féministe, parce que vous défendez la cause de votre maman, n'est-ce pas? Oui. En tant que femme. Donc, toute femme, ça devrait être pareil pour vos filles, pour vos amies filles, pour toute femme en fait dans le monde. Donc je me dis de facto tous les hommes sont féministes, mais le féminisme est très biaisé aujourd'hui. Et d'ailleurs en parlant, je vous donne une information, c'est hier que j'ai reçu un appel d'un monsieur qui est qu'on appelle mon Québec, j'ai oublié le nom, qui m'invite à une table à une table ronde et tenir un discours au Parlement à Paris en novembre 2020. Tu l'as félicité et encouragé en tout cas. Absolument, parce qu'il a vu que oui, je me déclare comme étant féministe et je le dis apparemment par mes posts et tout. Il m'a contacté par Facebook, un Français qui vit au Québec. Donc on en a parlé et aujourd'hui, justement quand tu m'as appelé, j'étais en ligne avec lui. C'est ce que je lui disais, je dis, je suis tellement fière que toi tu comprennes le féminisme et que tu te combattes pour qu'il y ait l'égalité entre hommes et femmes. Je prends un exemple juste tellement simple pour dire, tu as une fille et un garçon. Les deux vont à la même université, les mêmes études, tu payes la même scolarité. Voudrais-tu que ton garçon soit mieux payé que ta fille? Honnêtement, même si c'est la fille d'une autre personne, tu ne voudrais pas que ton garçon soit mieux payé. L'injustice, il faut que ça s'arrête. C'est ça le féminisme. Combattre pour les causes des femmes, parce que le monde a changé. Avant, les femmes n'allaient pas trop à l'école, ne faisaient pas certaines études, mais aujourd'hui, c'est pas le cas. De plus en plus, il y a des femmes dans la construction, de plus en plus, il y a des femmes leaders, CEO et autres. Pourquoi ne pas avoir le même salaire? Je veux dire, l'incompréhension résiderait certainement dans la conceptualisation que chacun se fait du terme. Absolument, féminisme. absolument. Parce qu'il y en a qui disent que le féminisme, c'est pour combattre les hommes. Ça n'a rien à voir. Oui, effectivement. On adore les hommes. Et comme je le dis, moi j'ai un garçon. On a des pères aussi, des frères. On a des garçons. Pourquoi je vais combattre mon fils? Je n'ai aucun intérêt. Et mon père, on veut juste que les hommes nous rejoignent et dire, bon, ça suffit. Comprenez qu'aujourd'hui, les filles vont à la même école que les garçons et font les mêmes études. Alors pourquoi ne pas être payé le même salaire? C'est un exemple vraiment simple que je donnerai et que les gens comprennent c'est quoi le féminisme. De façon à dire que la communauté, ou du moins la population, a besoin d'être enseignée effectivement sur le concept. Ouais. Pour lever les zones d'ombre. Oui. Il ne faudrait pas que les hommes se sentent, je veux dire, gênés de dire qu'ils sont féministes, parce que je me dis que ça va de soi. Exactement. Ok, au lendemain de votre élection, le 17 juillet 2019, vous avez dit en substance sur votre page Facebook, je ferai du développement et du rayonnement de notre organisation ma priorité, en y mettant cœur et dévouement, afin que nous atteignions ensemble notre objectif commun.
favoriser l'intégration et l'autonomisation des femmes immigrantes francophones en Ontario, dans toutes les sphères de la société. Revenons un peu là-dessus. L'autonomisation de la femme, surtout, et comme ici on parle de l'Ontario, on parle de MOFIF, la femme immigrante, c'est quelque chose qui devrait être le combat de tout un chacun. Parce que, encore une fois, je reviens, tout immigrant, que tu sois homme ou femme, on arrive ici avec un bagage. Et quel que soit notre background, il faut reprendre à zéro. Et les femmes, encore pire, parce qu'avec les enfants, avec d'autres, un autre bagage, plus de manque de confiance en soi, de douter de réussir ou de se réadapter encore le temps que ça prend, de se réadapter dans ce pays, c'est pas évident. Comparé à un homme, c'est juste des expériences personnelles, je n'ai pas... Mais c'est plus difficile. Donc je me dis, il y a beaucoup de femmes que je vois. Et j'ai des expériences dans le shelter où j'habitais. On était 27 femmes, 40 enfants. Parce que chaque personne avait soit au minimum un enfant. Donc toutes ces femmes-là qui vivaient dans ce shelter, c'est ce que je leur, beaucoup d'entre elles, c'est ce que je leur disais. Je dis, ne restez pas là assises. Allons, je peux vous référer. Là où je travaille, ils embauchent encore. Quand les enfants vont à la garderie, allons travailler pour qu'on puisse, je leur expliquais. Je dis, quand j'étais là, moi je planifiais déjà acheter ma maison. Je leur dis, si tu travailles et que tu fais 40 000, parce que j'ai vu un conseiller, je dis, tu peux acheter au lieu de payer, par exemple, ton loyer. Tu peux être indépendante. Comme ça, tu peux faire des choix de ta relation même, de l'homme que tu veux, clairement, parce que si on s'est retrouvé dans ce... Il y a beaucoup qui se sont retrouvés dans ce shelter parce qu'elles fuyaient une relation abusive ou l'homme qui prenait avantage de leur faiblesse financière. Donc, on le sait, il y a beaucoup de femmes qui vivent ça parce qu'elles n'ont pas accès vraiment à elles ne sont pas autonomes. Tu vois, donc c'est ça, c'est pour ça que je me suis dit, toute femme, je le dis encore une fois, toute femme qui est financièrement indépendante va pouvoir faire ses choix, son choix d'homme beaucoup plus éclairé et ne vivra pas une relation abusive. Et ça, c'est vérifié. Parce que, au moins, et puis les deux peuvent s'entraider. Ça aussi, ça aide pour la confiance en soi. Donc, c'est pour ça que c'est devenu un combat personnel, par expérience. Et j'ai vu, d'Afrique à ici, c'est la même problématique. Assiatou et l'excision. On parlait tantôt de l'Afrique. Assiatou et l'excision, parce que c'est quelque chose qui est très délicat. Ça ne doit pas être un tabou. Non. Même si ça l'est pour certaines communautés africaines ou en Afrique. Encore aujourd'hui, oui. Comme vous l'avez dit, le monde a changé. C'est des pratiques qui doivent prendre fin. Oui. Quel est votre point de vue là-dessus? Écoute, ça doit absolument prendre fin parce qu'on s'est rendu compte que ce n'est pas nécessaire. Et on ne peut pas nous donner des preuves, je m'excuse de mon terme bidon, pour dire que non, que ça c'est culturel. Non, ce n'est pas culturel. C'est pas nos ancêtres ont pris ça, en ont fait une coutume pour des raisons XY. Il y en a beaucoup qui donnent des raisons pour ne pas que pour éviter que la fille aime plus l'homme ou les relations sexuelles, c'est ça. Et aussi pour ne pas qu'elle tombe enceinte. En tout cas, amener tout ça, alors qu'on, malgré ça, on excisait la fille, mais on l'a donnée en mariage dès après. Donc ça ne fait pas de sens. Donne-la alors en mariage plus tôt et ne l'excise pas. C'est soit un ou l'autre. Donc c'est des pratiques qui doivent cesser. Malgré malgré toutes les initiatives mises en place par l'UNESCO, les Nations Unies, ça se fait encore. Il y en a qui se cachent derrière pour le faire parce que pour des raisons XY. Mais ça doit cesser. Et comme je le dis, comme le féminisme, aujourd'hui, ça c'est un combat qui devrait se faire partout en Afrique. Surtout l'Afrique de l'Ouest et du Nord. Non, pas du Nord. Ils le pratiquent moins en Afrique du Nord, je pense. D'après des amis arabes. Mais en Afrique de l'Ouest, il faut que ça cesse. Ok.
parlons un peu plus du MOFIF. Quels sont les grands défis auxquels le MOFIF fait face présentement? Les grands défis. Écoute, nous redéfinir, comme on le dit, et on est en train de travailler sur notre plan stratégique. On a déjà travaillé sur notre plan stratégique, sur notre stratégie de communication qu'on n'avait pas encore. Donc tout ça, MOFIF est en train de se redéfinir en ce moment et on travaille là-dessus pour pouvoir mieux toucher les femmes, mieux accompagner les femmes et qu'on puisse quantifier aujourd'hui qu'est-ce que MOFIF, le nombre de femmes que MOFIF accompagne aujourd'hui. Donc on est vraiment là-dessus. À mon sens, le MOFIF en tant que mouvement de femmes doit être un acteur majeur pour le rayonnement de la femme en général, francophone et immigrante en particulier. Absolument. Un livre blanc, le livre blanc 2019 de MOFIF, a traité la question de l'engagement civique et citoyen des femmes. Ouais. Quel bilan faites-vous de cette situation aujourd'hui? Écoutez, honnêtement, je n'ai pas de preuves écrites pour cette situation, mais justement, nous sommes en train, après que tout soit mis en place, le plan stratégique, la stratégie de communication, nous sommes en train, c'est la prochaine étape, de suivre les recommandations dans le livre blanc pour faire ce que les femmes ont réclamé de MOFIF. Donc ça, c'est une autre étape encore. Donc l'engagement civique, on avait fait un partenariat avec TFO pour faire, avec l'ancienne présidente Faiza, pour faire en fait un débat là-dessus. Donc on s'est compris que surtout les femmes immigrantes ne sont pas vraiment très engagées ou comment ça s'appelle? Ça se voit pas en fait. Donc là, on est en train de, c'est quelque chose qu'on va mettre en place et travailler avec des instances, d'autres instances pour pouvoir faire des comités et que MOFIF soit l'initiateur principal pour pouvoir amener les femmes à s'engager à l'engagement civique des femmes. On s'entend vous rapprocher un peu plus des communautés, c'est cela? Absolument, absolument, oui. Ok, depuis votre élection, c'est vrai que vous avez parlé du livre blanc, mais à côté de cela, il y a quelques actions majeures quand même que vous avez menées, n'est-ce pas? Actions dont on pourrait sentir l'impact direct sur les femmes. Oui, oui, absolument. Par exemple, notre AGA, il y avait beaucoup de femmes qui étaient là. On a eu plus de 80, il y avait au moins une soixantaine de femmes présentes dans la salle, donc qui ont même participé en fait au préliminaire des questionnaires pour le plan stratégique. Donc on les a entendues et qui valorisent et qui soutiennent MOFIF, qui s'y retrouvent et les grandes actions, comme je le dis encore, ça va aller pas à pas après avoir dévoilé notre plan stratégique. Ok. Que pensez-vous de certains stéréotypes au sujet des femmes immigrantes? Nous faites part de certains stéréotypes. Vous allez donner votre avis là-dessus. On dit par exemple que les femmes immigrantes sont peu instruites. Est-ce vrai? Pas vrai. C'est pas vrai. Elles arrivent, les femmes immigrantes sont plus instruites. Je vais juste faire un lien avec le livre blanc d'un autre organisme qui a parlé surtout de vieillissement et de la parfois en fait, mais qui parle de ça. On a l'impression que les immigrants sont moins aidés, mais c'est faux. Il y a, c'est pas, il y a plus de femmes immigrantes qui ont eu plus de diplômes, plus que comment ça s'appelle, le high school, que quelqu'un qui est né ici au Canada. Effectivement. Les femmes immigrantes ou réfugiées au Canada entrent et manipulent le système. Par exemple, le divorce, les séparations fallacieuses, le bénéfice de l'aide sociale, les en passent. Ah, pas vraiment. Je ne dis pas que ça n'existe pas, mais ça, je n'ai pas vraiment un chiffre. Mais les stéréotypes, c'est pas en général, je dirais. Quand on dit si c'est vrai ou faux, c'est si en général, c'est ce qu'on fait. Mais c'est des pratiques qui se font. C'est certain que ça existe.
mais pas en général. On peut dire que ça existe partout dans toutes Ça les existe, communautés. exactement, ça existe partout. Ouais. Ok, nous sommes pratiquement à la fin de notre entrevue. Quel est le message que vous pouvez lancer à la communauté francophone en général et les femmes immigrantes en particulier? La communauté francophone en général, il faut qu'on se tienne, qu'on se soude et qu'on se supporte et qu'on s'entraide. Parce qu'on est une communauté minoritaire, donc on n'a pas, d'un avis personnel, on n'a pas le choix que de s'entraider pour la pérennité de cette communauté en fait. Donc pour ce qui est des femmes, je leur dirais de tenir et de croire en elles, de savoir qu'elles sont capables de déplacer des montagnes. Et le rêve canadien est possible. C'est pas facile, comme partout d'ailleurs. La vie, elle n'est pas facile en tant que telle, mais il faut le faire. Donc j'appelle à toutes les femmes de ne pas hésiter à vivre leurs rêves, qui veulent se lancer. Lancez-vous. Vous allez apprendre à nager quand vous allez vous lancer dans l'eau. Surtout en restant en bonne santé. Exactement. Et donc aussi face à la dernière situation, face à l'actualité, Ouais. quel message vous pouvez lancer? Écoute, face à l'actualité, je dirais justement pendant ce moment difficile, c'est de se tenir et continuer à prier que nous sortons de cette pandémie et de rester positif. Tout ce que Dieu fait, c'est ce que je marque, c'est ma philosophie. Tout ce que Dieu fait est bon. Tout ce qui arrive dans la vie, c'est pour une bonne raison. Donc on se remet en cause et voir comment on vit en société et aider le mieux qu'on peut, si on peut. Donc comme je le dis aujourd'hui, il y a plein de groupes qui se créent sur les réseaux sociaux pour se soutenir virtuellement. Nous par exemple, on a un groupe qu'on appelle Let's Help, qu'on est en train de livrer de la nourriture, aider les autres. Mais je sais, il y en a beaucoup qui sont même sceptiques à ça, qui me disent « Ah, fais attention à ça et tout ». Je dis non, quand je viens, je livre, je mets devant la porte. Ça ne me dérange pas vraiment. Et que si je préfère mourir pendant que je suis en train d'aider quelqu'un que de mourir toute seule, à ne rien faire, à dire « Oh, si je savais, au moins j'allais servir quelqu'un ». C'est ça ma philosophie. Mais je respecte le choix de chacun. Et je veux juste que les gens comprennent que chaque personne a une mission sur cette vie. Alors, j'encourage tout le monde à tenir bon, à respecter les précautions du gouvernement. Et comme on l'a vu, il a déjà mis beaucoup de stratégies en place pour soutenir la communauté, pour soutenir la population. On va sortir de cette crise bientôt. Comme pour enchérir vos propos, moi je dirais que face à la pandémie que le monde traverse, nous devons comprendre effectivement de ce que nous représentons en tant qu'humains. J'en appelle à un engagement citoyen, à plus de responsabilité des uns et des autres. C'est un virus qui n'est trie ni de couleur, ni le statut social, ni le sexe. Ça appelle à plus de maturité, plus de responsabilité, juste en respectant les consignes. Regard pour aujourd'hui, c'est terminé.